réaction du mouvement du 23 mars, communément appelé M23, il rejette en bloc le contenu du dernier rapport de l'ONU qui l'accuse de graves exactions en République démocratique du Congo. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme. Les combats qui secouent la Libye ont fait 287 000 déplacés. L'entraîneur de la réserve du Real Madrid menacé de suspension par la Fédération espagnole de football et pour cause, Zinedine Zidane n'aurait pas complètement validé son diplôme d'entraîneur. Nous sommes samedi 10 octobre 2014. Bonjour et merci de votre fidélité à Sika TV. Nous ouvrons ce journal par une information en bref. Au moins 9 personnes ont péri et plusieurs dizaines étaient portées disparues en Guinée hier vendredi après le naufrage d'une pirogue surchargée dans le sud du pays. Cette pirogue avait à son bord 69 passagers. Elle a quitté le port de Farmoria en partance pour le marché hebdomadaire de Benti. Elle a chaviré en mer loin du port de Benti, faisant 9 morts, 18 rescapés, les autres étant portés disparus, selon notamment un communiqué de l'Agence nationale de navigation maritime lu à la télévision guinéenne. Le mouvement du 23 mars, communément appelé M23, rejette en bloc le contenu du dernier rapport de l'ONU à son encontre. L'ex-rébellion congolaise défaite il y a près d'un an dans l'est de la République démocratique du Congo s'est dite scandalisée par les accusations de graves exactions contenues dans le dit rapport. Elle exige de ce fait plus d'équité. Le M23 carrément dans de beaux draps. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a rendu public cette semaine un rapport accablant accusant des membres du mouvement du 23 mars d'avoir tué, violé, voire torturé plusieurs centaines de personnes entre avril 2012 et novembre 2013. Le rapport estime en outre que le nombre total de victimes pourrait être beaucoup plus élevé. Ces quelques lignes et bien d'autres, notamment celles faisant mention de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et de poursuites judiciaires, ont au fait de pousser le président en exil de la branche politique de l'ex-rébellion, Bertrand Bisimwa, à rompre le silence. Il dénonce un rapport fondé sur des propos recueillis et non sur des faits observés ou établis et réitère sa demande d'une enquête indépendante dans les zones que le M23 a administrées dans la province du Nord Kivu. Bertrand Bisimwa accuse par ailleurs les auteurs du rapport de manipulation et de partialité, leur reprochant de se taire sur la responsabilité engagée de l'armée congolaise et de la MONUSCO dans des massacres de centaines de civils au cours d'offensives conjointes contre le M23. La rébellion du M23 est partie en avril 2012 d'une mutinerie d'anciens rebelles intégrés dans l'armée congolaise et a été vaincue début novembre 2013 après avoir érigé un quasi-État dans les zones du Sud et du Nord Kivu sous son contrôle. Conformément à ses engagements pris à la fin du conflit pour accélérer la réconciliation nationale, la RDC a adopté en février une loi d'amnistie couvrant les faits de guerre et d'insurrection commis entre début 2006 et fin 2013. Par cette amnistie, la RDC a en principe les mains liées pour enclencher un certain nombre de poursuites. Pour autant, le M23 n'est pas complètement sorti de l'auberge. Bertrand Bisimwa et les siens restent alors sur leur garde. Les combats qui ont cours en Libye ne sont pas sans conséquences sur les pourparlers libyennes. C'est du moins ce qu'affirme le porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Selon cette institution, 287 000 personnes ont fui leur maison, voire leur pays, suite aux combats qui ont lieu dans le pays donc. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés est formel. Les combats entre milices rivales ont fait près de 287 000 déplacés en Libye. On chiffre à 100 000 le nombre de personnes ayant fui au cours des 3 dernières semaines. La majorité des déplacés se trouve, selon le HCR, autour de Ouachefana, dans la banlieue de Tripoli. Certains ont été accueillis par des familles, mais d'autres dorment dans des écoles, des parcs ou encore des immeubles non occupés convertis en abris. Les réfugiés libyens sont par ailleurs confrontés aux problèmes d'insécurité qui les poussent de plus en plus à se rendre en Europe en traversant la Méditerranée. Aussi, sur les 165 000 migrants qui ont tenté cette aventure depuis début 2014, la majeure partie vient de Libye d'après le HCR.
Des élections libres seront organisées en Tunisie au mois d'octobre et novembre 2014. C'est du moins la promesse que Monsef Marzouki a faite au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en visite à Tunis jeudi dernier. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli et la Tunisie rejoindra bientôt le club des États démocratiques, a assuré Monsef Marzouki, candidat à la présidentielle du 23 novembre. Ban Ki-moon a pour sa part salué les efforts de la Tunisie depuis la révolution de janvier 2011, la première du printemps arabe. Pour le secrétaire général des Nations Unies, ces élections marqueront une étape importante dans la démocratisation de la Tunisie, où se tiennent des élections législatives le 26 octobre et une présidentielle le 23 novembre, est considéré comme le dernier espoir de transition démocratique parmi les pays du printemps arabe. Après l'achèvement de cette période transitoire difficile, nous allons commencer à réaliser les objectifs économiques et sociaux que nous avons planifiés pour la Tunisie. Ces scrutins interviennent avec 2 années de retard, le pays ayant été secoué par des crises politiques à répétition, notamment en 2013 lorsque 2 opposants aux islamistes, alors au pouvoir, ont été assassinés par la mouvance djihadiste. Sachez maintenant qu'un cas suspect d'Ebola a été signalé hier au Brésil. Il s'agit d'un Guinéen de 47 ans arrivé au Brésil le 19 septembre dernier et qui a été aussitôt placé en quarantaine hier vendredi. Les autorités du pays devraient confirmer aujourd'hui si ce dernier est porteur du virus Ebola ou non. Si c'était le cas, eh bien, ce serait le premier cas en Amérique latine. Sachez par ailleurs que plusieurs personnalités africaines ont visité cette semaine les installations du Centre de contrôle et de prévention des maladies aux États-Unis. Ces personnalités qui représentaient les 3 pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola en Afrique sont allées toucher du doigt le travail qui est abattu aux États-Unis donc dans ce centre pour leur venue en aide. Suite à une réunion des dirigeants de plusieurs pays à Washington pour coordonner la réponse internationale à l'épidémie du virus Ebola, les ambassadeurs du Libéria, de Sierra Leone et de la Guinée ont visité la cellule de crise d'où est gérée la réponse américaine à Ebola. En août, nous sommes passés au niveau 1 d'alerte, ce qui veut dire que nous pouvons désormais mobiliser du personnel de toute notre agence pour nous aider dans cette crise. Les gens que vous voyez au travail ici viennent de tout le CDC et ils travaillent sur la logistique, sur l'analyse, sur la surveillance et le soutien des 130 personnes que nous avons et qui sont en train de combattre Ebola en ce moment. Quand un État a une question pour savoir si oui ou non il faut tester un patient ou si une personne a n'importe quelle question, ils peuvent toujours appeler ici. Les gens qui répondent au téléphone ici sont présents tous les jours, 24 heures sur 24. Ils savent si quelqu'un doit aller à l'hôpital et ils savent quoi faire quand un hôpital appelle en se demandant s'ils ont un patient atteint d'Ebola. Aux États-Unis toujours, on note un début de la formation du personnel de santé devant bientôt s'envoler vers l'Afrique de l'Ouest pour participer à la lutte contre Ebola. Les autorités sanitaires américaines se consacrent à cette tâche. Avec Ebola, il faut contrôler l'infection et c'est pour cela que nous mettons l'accent sur les activités pratiques comme derrière moi. Tous les jours, les élèves mettent des équipements protecteurs. Ils stimulent le traitement d'un malade au quotidien et ils apprennent à retirer leur équipement protecteur. Nous travaillons à déterminer la source de contact et à vérifier si tous les protocoles ont été respectés strictement. J'ai confiance dans la formation que nous recevons ici pour nous préparer à ce que nous allons faire sur place quand on traite les patients et nous serons entièrement protégés. Une réunion européenne est prévue le 17 octobre pour discuter d'un éventuel renforcement des contrôles aux frontières de l'Union européenne. Sur le terrain en Guinée, le centre de traitement de Médecins sans frontières était proche jeudi de la saturation après une nouvelle flambée de cas dans le pays. Parlons maintenant sport. L'équipe de football de la Côte d'Ivoire se prépare à affronter ce samedi même celle de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Actuellement 3e du groupe D, derrière le Cameroun et la RDC, les éléphants n'ont plus droit à l'erreur. Je vous propose justement un extrait des déclarations faites par le sélectionneur et le capitaine de l'équipe de football à quelques heures de la rencontre.
Parfois, ça fait du bien de recevoir une bonne gifle. Ça permet de revenir à la réalité et de revenir à des choses simples. En football, il faut toujours faire preuve d'humilité. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire de 2006 jusqu'à 2012, c'est plus la même équipe. Donc, il faut que tout le monde se mette ça bien dans la tête. Et après, avec du travail, on arrivera à redevenir une belle équipe. Là, si on peut dire plus ou moins un peu de au mieux, on est obligé de gagner, voilà, on est obligé de gagner les 2 matchs. Ou soit si on fait une défaite, on est obligé de gagner les 3 matchs qui viennent. Je crois que c'est un peu difficile, mais bon, c'est pourquoi on aime le sport, c'est pourquoi on aime le football. C'est-à-dire le challenge, le plus important, c'est de se qualifier. Football toujours, Zinedine Zidane, entraîneur de la réserve de Real Madrid, est menacé de suspension par la Fédération espagnole de football pour avoir exercé ses fonctions depuis le début de la saison sans avoir complètement validé son diplôme d'entraîneur. Une situation qui alimente actuellement une certaine polémique en Espagne. Les détails. La fédération espagnole a été saisie de la plainte d'une école d'entraîneurs espagnole, le CENAF. Le président de cet établissement estimait que Zidane ne pouvait pas entraîner en seconde B, l'équivalent de la 3e division espagnole, et que son adjoint Santiago Sanchez servait de prête-nom. Une situation courante dans le football européen, mais susceptible de sanctions selon les règlements espagnols. En effet, sur les feuilles de match officielles de la fédération espagnole, c'est bien Santiago Sanchez qui est inscrit comme étant l'entraîneur principal du Real Madrid Castilla. Le Real Madrid dit avoir reçu une notification de la Fédération espagnole de football avec une proposition de sanction. Selon la presse espagnole, Zidane pourrait être interdit d'exercice pendant 3 mois pour avoir entraîné le Real Madrid Castilla sans avoir les titres nécessaires, à savoir la licence de niveau 3 requise pour diriger un club de 3e division espagnole. Icône du football français, Zizou a fait le grand saut cet été en prenant les rênes de la réserve du Real après une année passée comme adjoint de Carlo Ancelotti sur le banc de l'équipe première. Cette situation a déclenché un début de polémique ces derniers jours en Espagne où l'entraîneur du Rayo Vallecano, Paco Gémez, a qualifié de honte le fait que le Français puisse entraîner sans avoir les titres requis. Même avis pour le sélectionneur espagnol Vicente Del Bosque qui a estimé que tout le monde doit avoir un diplôme d'entraîneur. Zidane a en revanche reçu le soutien d'Ancelotti et du néerlandais Johan Cruyff, ancien joueur puis entraîneur du FC Barcelone. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Très bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.